Bonjour Naja, comment allez-vous? Ça va, très bien. Très bien. Bon, bah, tant mieux parce qu'on va parler de choses que vous avez vécues qui sont assez graves dans cette émission Conversation que j'aime beaucoup, surtout quand je reçois des personnages et des personnalités comme vous. Incroyable, je vais raconter un peu rapidement qui vous êtes et ensuite nous allons démarrer cette conversation ensemble. Vous êtes Naja Al-Boukaï, vous êtes dessinateur, graveur, artiste complet, peintre aussi. Mais entre 2012 et 2014, vous avez fait connaissance avec les geôles de Bachar el-Assad. C'était tout sauf charmant, c'était même très difficile. Vous avez commis ce livre avec Théo Padnos sous le dialogue, la volonté du dialogue de Denis Lafaille. Donc c'est un livre très important qui, en le lisant, a arraché mon cœur pour dire un peu le titre, reprendre le titre de ce livre, La Syrie au cœur. C'est un témoignage très fort de ce que vous avez pu vivre en Syrie, qui est votre pays. Alors, la première chose que je voulais vous poser comme ça à brûle pour point, c'est peut-être une question que j'aurais posée à la fin d'une interview, mais j'ai envie de commencer par celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie d'être en vie? D'être en vie, c'est... Est-ce que c'est la volonté de la nature, la volonté de Dieu? C'est la volonté de ma mère que je sois en vie. Mais d'être en vie, c'est pas nous qui le décide en fait, c'est la nature. C'est votre volonté, c'est au-delà de votre volonté. Je pose cette question parce que quand j'ai lu vos pages, j'ai vu à quel point on ne sait pas ce qu'on est capable de courage tant qu'on ne vit pas ce que vous avez vécu. Donc il est hors de question d'imaginer que peut-être on aurait été à votre place. Mais en tout cas, vous témoignez aujourd'hui dans ce livre et à travers vos dessins pour dire l'horreur, mais aussi pour montrer une image de la série que parfois les médias ont envie de rendre négative. Donc vous témoignez aussi pour raconter votre Syrie. Vous dites que c'est une mosaïque dans le livre, qu'il y a plusieurs populations. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Voilà, la Syrie, c'est une partie où l'Homo sapiens a traversé, quand il est sorti de l'Afrique, apparemment il a fait plusieurs départs dans le nord, vers l'Europe, dans l'Asie. Mais il y a des gens qui sont restés en Syrie. Apparemment, c'est les plus feignants, qui aiment bien le soleil et qui aiment bien que la nature qui est au centre. Pas très froid, pas très chaud. Donc ils aiment bien la beauté, le bien-être, le soleil, le calme. D'accord. Et c'est un passage entre trois continents. Donc il y a vraiment une multiplication de culturels et des gens de différentes populations. Vraiment, quand on voit les Syriens, les Arabes, les Arméniens, les Kurdes, des Sumériens, même des gens de l'Asie, même des gens qui sont venus pendant l'époque des croisades, on voit des gens avec des yeux bleus, on voit des gens avec des noirs. Pour moi, la Syrie, c'est une richesse. Mais il faut la régler des fois. Des fois, ça... parce qu'il y a d'autres intérêts à l'extérieur qui viennent. Les gens, ils cherchent leurs intérêts Bien sûr. dans ce virage. Des fois, les Européens, ils ont envie de regagner cette géopolitique très fort. Géopolitique. Donc, ces gens-là, ils sont déjà obligés de payer le prix des géopolitiques. Et on en oublie justement la mosaïque et la beauté dont vous parlez aujourd'hui dans les différentes conversations. On a l'impression que c'est juste un endroit de guerre, un endroit où on doit simplement avoir peur. Pour faire un lien avec ce que nous vivons ici en France, le pays dans lequel vous vivez maintenant depuis quasiment 2015, récemment, le chef d'état-major a indiqué que peut-être dans 2-3 ans, nous devrions apprendre à perdre nos enfants. Vous avez vécu dans un endroit horrible où la guerre existait chaque jour. Nous, on n'est pas forcément habitués à ça, on est même très mal habitués, on a du mal à l'imaginer et on regarde la Syrie et d'autres endroits un peu comme une fiction. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la peur? Est-ce qu'on apprend à avoir peur? Est-ce que ça permet un moteur? Est-ce que ça permet de résister? Est-ce que cette phrase de l'état-major est intéressante dans la géopolitique dont nous parlions tout à l'heure, de prévenir un peuple au cas où peut-être qu'une guerre pourrait arriver demain? Vous qui savez de quoi vous parlez. Est-ce que
Il faut que l'industrie marche, en fait, et l'économie. Donc, il y a des guerres il y a des gens qui pensent que l'argent, ça va venir avec la guerre. Si l'économie s'arrête, si on n'arrive pas à produire beaucoup de voitures, si nos voitures ne sont pas en bonne marchandise dans le monde, comment on va gagner l'argent? Il n'y a pas de métier, des petits métiers comme les chaussures, par exemple, ou les vêtements. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est les guerres. Ça gagne de l'argent. Donc, un petit peur pour les gens, et vous allez travailler dans les usines pour fabriquer des armes, et on va gagner de la vie après. Mais à condition que les guerres ne se passent pas chez nous. Voilà. Ici, il faut régler les comptes ailleurs. Peut-être la Syrie, elle en a assez maintenant, on va chercher une autre partie pour faire des guerres et des règlements de comptes. Donc, cette peur... à la fois c'est horrible, mais ça fait de l'argent pour les gens, je ne sais pas dire, la méchanceté, ça fait partie de l'être humain quand même. C'est pour ça qu'on lit et on reçoit votre livre autrement. Peur, oui. Industrie, oui. Défense, des armes, et après on peut gagner de l'argent, après on va faire des défilés de mode, des vacances, des coupes du monde, voilà, résidences artistiques. Parce que la prospérité, malheureusement, ça va venir avec... Sur la guerre? Avec la guerre? Malheureusement, C'est pour ça qu'on reçoit votre livre autrement, parce qu'il y a eu des essais, des témoignages, il y en a eu beaucoup, parce que le monde... 2024 est l'année où il y a eu le plus de guerres dans le monde entier. Et on entend souvent la Syrie comme... Ça devient presque un slogan pour des personnes qui vivent dans des pays plutôt en paix. Mais en ce moment, les cartes changent un petit peu et c'est pour ça que c'est très important d'avoir votre témoignage pour se rendre compte aussi de peut-être l'image que vous aviez entre une maman au foyer, un papa qui travaille dans la raffinerie pétrolière, une famille syrienne typique. Quand Bachar el-Assad est arrivé, est-ce qu'il y avait en vous un sentiment d'espoir, quelque chose de positif à son arrivée? Qu'est-ce que vous ressentiez en tant que Syrien quand cet homme-là est arrivé à la tête du pays? La plupart des Syriens, ils avaient cet espoir de changer juste le visage du père qui est là depuis 30 ans, et 4 ans après, il était ministère de Défense. Donc les gens, ils étaient habitués à Hafez Assad depuis 1965. Et le fait qu'il est venu, donc les gens, ils avaient envie de changer. Il y avait des petites propagandes qu'il a fait ses études en Angleterre, donc c'est quelqu'un qui est éduqué. Il faut juste avoir des études en Occident, donc ça veut dire qu'il est moins brutal, toutes ces propagandes. Il est sympathique, il est ouvert, mais il n'a pas eu la chance de continuer. Donc, quand même, le mec, il est né avec un père qui est ministère de la Défense. Et donc, il a une orgueil, il a un égocentrisme incroyable, mais on n'a jamais imaginé qu'il va arriver à ce point du bris. Voilà, le mec, il était prêt à détruire la Syrie et il l'a détruit, en fait, pour qu'il reste au pouvoir. Oui, c'est assez incroyable. Du coup, c'est une douche froide. Oui, donc il faut faire attention, ne pas être séduit par n'importe qui. Même maintenant, imaginons M. Trump, s'il reste 10 ans au pouvoir, il va devenir... M. Al-Shara, s'il reste encore 10 ans, ça va changer. Sauf les rois, je ne sais pas comment les Anglais ils ont fait. Il faut un roi et puis constitutionnel. C'est pas à moi de parler de ça. Elle ne s'occupe pas des affaires politiques, justement. Ils sont sur les mugs. Il y a sauf les joueurs de foot. Oui. Ils ont un limite. Ils travaillent à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans. C'est 15 ans quand même. Après, ils sont fatigués. Ils donnent beaucoup physiquement, ça doit être pour ça. Mais en effet, c'est cet espoir issu de l'arrivée de Bachar a fait que quand vous êtes rentré dans l'enfermement de ces geôles, vous avez vécu absolument l'horreur, donc la douche était encore plus froide pour vous que pour d'autres. Vous dites dans le livre qu'il y a eu des prisonniers qui mouraient même sans même torture, tellement les conditions étaient horribles. Je voulais vous entendre sur ces conditions-là, pour voir de quoi il s'agit et qu'on puisse au moins s'imaginer la chose, juste s'imaginer.
le régime Assad, il a tout fait pour mettre le pays en ordre. Donc ils ont beaucoup de centres de renseignement. Ils font même dans des stades de foot des petites cellules. Sous les théâtres, on peut trouver des cellules dans des lieux inimaginables. Il y a des prisons. Mais ils n'ont jamais imaginé qu'il y aura des millions de gens qui vont contester contre eux. Donc ça a fait un problème pour le régime. Les gens, ils étaient entassés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils tuaient, ils tiraient sur les manifestants, mais on a arrêté des gens, mais on a un prison pour 3000 personnes. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 16 000 qui rentrent? Il y a le centre de renseignement où j'étais incarcéré 2 fois. C'est fait pour arrêter 300 maximum. Et nous étions 2700. Et donc, cette promiscuité, et ça faisait qu'il n'y a pas le moyen, juste des WC, des toilettes, du savon. C'est vrai qu'ils avaient envie, le régime, d'humilier les gens qui sont arrêtés. Mais ils n'ont pas imaginé qu'ils vont arrêter 3000 personnes, 2700. Donc, c'était, je crois, c'était un moment où eux, ils n'arrivaient pas à dépasser. Donc, ils étaient obligés d'envoyer les morts dans les fosses communes, les transporter par des camions. Oui. Moi, j'imagine, en 2004, ils n'avaient pas le droit de fournir du savon, juste des petites pièces. Et donc, ils nous envoyaient des produits pour se laver. Je ne sais pas, c'était quoi. Oui, le régime, il n'a pas imaginé juste qu'il y aura autant de gens qui vont contester contre lui. Oui, et ça s'est évidemment passé en 2011. Vous avez participé justement à ce soulèvement et à la façon dont un peuple tient debout malgré tout. Vous avez aussi, dans cette prison, avec cette promiscuité, trouvé quand même le courage de dessiner. On le voit ici, vous êtes peintre, vous êtes graveur, vous avez dessiné des corps décharnés. On voit tout de suite l'horreur de ce que vous avez pu vivre. Comment est-ce qu'un cerveau ne se court-circuite pas quand on vit une horreur comme celle-ci? Comment est-ce que vous avez pu dessiner encore alors que vous étiez à l'intérieur de ça? C'est sûr que je n'ai pas dessiné ça en prison. Non, après, une fois que vous avez pu être libre, mais en tout cas le penser. Mais j'avais quand même 44 ans quand j'étais arrêté. La première fois, j'avais 42 ans. Pour quelqu'un qui a commencé à dessiner à l'âge de 3 ans, moi je me rappelle mes premiers dessins sur le mur chez mes parents qui venaient de le peindre avec du chaux. Ils avaient passé des jours, mon père et ma mère, avec des pinceaux en paille pour faire la peinture. Et moi, j'avais pris un pastel gras de ma sœur et je dessinais un bonhomme. Et au lieu d'être rouspétés par mon père et ma mère, ils étaient très heureux. Ils m'ont applaudi, ils m'ont encouragé. Et je crois que c'est ce qui a construit la personnalité du dessinateur. De l'artiste. Si j'avais eu un fessé, je ne suis pas sûr que j'aurais pu dessiner après. C'est sûr que vous allez finir comme cette phrase-là. C'est super d'avoir cet humour-là, mais ça permet de prendre du recul avec ce qu'on lit. Et donc, c'est le fait d'avoir rien ouais. qui a fait que vous avez pu créer après. Oui, ben c'est ce qui a aidé que chaque être humain, il a dans son cerveau une carte de mémoire visuelle, comme un ordinateur. Oui. Et pour les dessinateurs, ils ont cette carte de mémoire est bien développée. Et donc, j'étais pas visionnaire, j'étais observateur. Donc je regarde ce passage, les gens qui sont accrochés dans le couloir, ça n'a même pas duré des secondes. Je crois qu'on était obligé de courir et pour voir parce qu'il y avait un petit bonhomme, monsieur, qui essayait avec sa jambe de s'appuyer sur le radiateur pour diminuer la douleur. La douleur du poids, parce qu'il a les bras. C'était juste des secondes. Il fallait que je ne sais pas comment ça a été imprimé. On dirait un scanner.
Oui, c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus et que j'ai utilisé le mot Bah, court-circuité. c'est le travail que j'ai. Oui, vous avez emmagasiné à force. Mais j'avais fait l'école, je dessinais tout le temps. J'ai fait. Les Beaux-Arts à Damas. Avant le Beaux-Arts à Homs, je dessinais au cours du soir. Beaux-Arts à Damas, c'est l'école de Beaux-Arts de Rouen. De Rouen, exactement. J'avais gagné ma vie quand j'étais étudiant, entre 94 jusqu'à 96, à dessiner dans les rues à Paris. Donc il fallait que je fasse des portraits directs ou des caricatures. Donc c'était déjà un exercice qui a développé ma capacité à capter les gestes ou les visages. Et cette envie de dessiner, c'est pas simplement pour vous faire un objet de cathartisme et de révélation à vous-même, mais c'est aussi pour témoigner, pour dire, pour crier aussi, au-delà de ce que vous avez ressenti. Mais il y a eu des livres qui ont raconté l'enfermement et les horreurs, mais là, il y a maintenant du dessin, de l'image, quelque chose auquel on peut se référer visuellement. Ça a une véritable importance pour vous de témoigner par le biais de votre art. Je crois qu'il y a une grande partie de l'art que c'est fait pour, comment on dit, c'est un sens de témoigner à la fin. L'art, c'est un trace humain qui reste dans toute l'histoire. Je prends l'exemple, même j'ose le prendre, de Picasso. S'il n'y avait pas la Guernica au musée de Prado à Madrid, je suis sûr que la Guernica, ce bombardement, il sera beaucoup plus oublié. Même s'il y a des films documentaires ou des livres. Bien sûr. Mais le fait qu'il y a ce tableau qui est dans un musée, qu'on l'a imprimé, donc c'est ce qui témoigne. L'art, il y a une partie que ça fait un témoignage de l'humanité. Bien sûr. Vous avez aussi eu accès à une exposition d'un livre qui s'appelait aussi Tous témoins. Donc il y a aussi eu un travail de mémoire volontaire de la part de ceux qui vous accueillaient, que ce soit la France ou ailleurs. Et justement, pour parler de la France, quand vous êtes arrivé en 2015, vous êtes aussi passé par le Liban avant la France. Quand vous êtes arrivé ici, qu'avez-vous ressenti de ce qu'est la valeur française, la façon dont on accueille l'autre ? On sait qu'aujourd'hui le climat est assez étonnant en France, mais on sait que ce pays a des valeurs incroyables. Vous, le Syrien, quand vous arrivez ici, vous ressentez quoi quand vous foulez le sol français avec tout ce que ça représente ? Déjà, j'ai les souvenirs de la France. J'étais étudiant ici à Rouen et à Paris, à Amiens. Tout à fait. J'avais pas mal d'amis déjà. Et en 2015, j'ai été accueilli chez mon frère en Vendée. Fontenay-le-Comte, c'était la première fois où je visitais cette région. Et j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas. On était vraiment entourés. Mon frère, il était tout le temps dans son travail. Il est médecin cardiologue. Ma belle-sœur, pareil. Elle est chef de service dans un hôpital. Et nous, on passait Il nous a juste présenté à une association caritative, une aumônerie. Et par cette aumônerie, on a rencontré des gens sympathiques qui venaient nous... Peut-être ils ont appris le fait qu'on parle français, moi et ma femme, que je suis dessinateur, ça a créé beaucoup de liens avec les gens. Et jusqu'à Consenté, c'est notre deuxième pays. Là. J'ai l'impression que c'est ma terre natale maintenant, la Vendée, là où je suis. Chaque été, je passe mes vacances là-bas, à Fontenay-le-Comte. Je me sens chez moi. Oui. C'est une autre vie. Voilà. Et il y a eu un petit pincement quand votre fille de 12 ans, par exemple, n'a pas pu avoir la naturalisation assez rapidement. Est-ce que là, il y a eu quelque chose autour du fantasme français avec ce confrontement à l'administration et à la réalité, quoi ? Oui, ça arrive, oui, bien sûr. C'était un gifle. Oui, j'imagine. C'est un gros Pourtant, fessé. vous en avez reçu. Ça, c'est le gros fessé. De la part du régime de Bachar, vous en avez reçu, mais là, c'était en effet une fessée, comme vous dites, une gifle française. Ouais. Vous avez ressenti, malgré tout, on reste ici. Ils ne veulent pas naturaliser ma fille de 12 ans, mais je reste ici. Oui, en fait, le fait qu'on a déjà quitté la Syrie, on était obligé de quitter la Syrie. Moi, je suis sorti en 2015. J'aurais pu partir en 2011, la première fois où j'étais arrêté, où ils sont venus
me chercher chez moi. Mais je suis resté jusqu'à 2014, voire 2015. Là, après 10 ans, nos racines sont complètement allées plus profond qu'on imagine. Ma fille, elle avait 13 ans quand elle est arrivée en France. Elle a fait ses études, toute sa pensée. Et si on part maintenant, on sera obligé de quitter la France. Oui, c'est un exil à l'envers. À l'envers, exact. Oui, je comprends très bien. Avec Théo, il y a Padnos, il y a aussi des désaccords. Vous n'étiez pas au même endroit, lui était enfermé plutôt dans les geôles d'Al-Qaïda et vous de Bachar el-Assad. Il y a des désaccords. Et aujourd'hui, vous faites ce livre ensemble, parce que ça qui est intéressant, c'est que vous arrivez à vous parler. Il y a eu deux désaccords qui m'ont marqué. Lui dit un pays géré par le Coran n'augure rien de bon. Et aussi que vous ne pourrez pas vous lier avec des prisonniers de Guantanamo. Ces désaccords-là, ça crée une amitié quand même. Ça crée quelque chose. C'est des désaccords profonds. Mais... Oui, ça, à la fin, aujourd'hui, ça fait, depuis qu'on s'est vu vendredi, on a parlé, on discute ensemble. Je crois qu'il y a une amitié qui s'est créée déjà. On le sent quand on le comment ça. Il y avait des murs qui sont tombés tout de suite. Notre première rencontre, peut-être, il était un peu. Oui. On était méfiants l'un de l'autre, mais après, on est. Je crois, Denis, elle a beaucoup donné pour que cette rencontre soit constructive et productive. Exactement. Et que ce soit d'abord vos témoignages d'humanité qui persistent. Et lui, il a un grand tolérant, en fait, Théo. Oui. Il supporte. Oui, c'est ça qu'on sent. On sent très bien. Apparemment, nous les deux, puisqu'on a vécu dans des conditions très difficiles, très difficiles. Ça fait que les gens, ils ont plus de capacité d'accepter. Parce qu'on sait bien qu'il y a des degrés beaucoup plus que... Oui, tout à fait. Mais en tout cas, on le sent bien dans le livre que Denis fait ce lien entre vous deux pour nous amener à l'essentiel. Et il y a maintenant un autre président de la République de la Syrie. Vous avez un espoir dans ce qui se passe aujourd'hui, dans cette nouvelle personnalité qui n'a pas toujours été celle qu'elle a été aujourd'hui. Donc voilà, comment vous voyez les 10 prochaines années, on va dire, de la Syrie menées par le nouveau président? C'est pas que on est obligé d'avoir de l'espoir. Oui. Parce que sans cet espoir, je sens qu'il faut aider la Syrie maintenant pour qu'elle soit sur un chemin de stabilité. Le nouveau pouvoir, ils ont essayé de donner des bons signes à tout le monde autour. À partir des pays arabes, la Jordanie jusqu'à Israël, jusqu'à les États-Unis. Remarquez, Israël, elle a fait apparemment jusqu'à maintenant 1400 raids aériens contre la Syrie. Elle essaie dans tous les sortes de marceler. Ils ne répondent pas, c'est pour donner un bon signe qu'on n'a pas envie d'être un lieu de problème pour les autres. Oui. Donc moi je crois que si on arrive à garder la stabilité jusqu'à le temps d'avoir des forces de l'ordre régulières, que la police, la justice, l'armée, l'économie, la levée des sanctions, ça va devenir un pays beaucoup plus... C'est pas beaucoup que ça va être un pays normal où il y aura la possibilité de faire la paix dans la région. Malheureusement, la paix, ça gêne l'industrie des armements. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parce qu'on ne peut pas vendre des armes s'il y aura la paix au Moyen-Orient. Alors, il faut trouver une solution. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour la paix en Syrie? Alors là, moi, aucune. Mais ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que au-delà du fait de vouloir apporter une image différente, non pas simplement positive, une image d'Épinal de la Syrie, mais une image différente, une image réaliste, celle qui est la vôtre, avec cette mosaïque, ces différentes populations. J'ai aimé aussi quand vous avez parlé de l'image de la langue arabe, des expressions quotidiennes. Donc quand on dit Inch'Allah ou Mabrouk, il n'y a rien de religieux dans tout ça, c'est juste
des conversations nationales et une langue très belle qui est aussi abîmée par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur l'image de cette langue, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour finir cette conversation entre nous sur la beauté de la langue arabe? L'image de cette langue, Ouais. ouais. À partir de la calligraphie jusqu'à les chants de... Oui, comment il faut convaincre les gens que de voir la langue arabe, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je voulais que je vous raconte une histoire. Okay. Mon épouse, elle a fait la littérature française en Syrie. Et puis, elle était enseignante de français. Et à Fontenay-le-Comte, en Vendée, elle a changé sa carrière. Donc, elle a fait une formation pour devenir agent de fabrication d'ensembles métalliques. Donc, il faut faire une formation de 3 mois au Greta. Donc, on rentre et puis on apprend des cours pour lire les plans industriels. Une fois, ses collègues, ses amis français de la Réunion, ils ont demandé à Abir, ma femme, d'écrire leur prénom arabe. Fabrice, donc Oui. elle a écrit Fabrice, alors ça, elle a fait Christian, Christian, Audrey, Audrey, et puis ça, la prof, elle arrive. Dès qu'elle voit l'arabe, elle saute. Mais c'est quoi ça? Elle avait peur, elle a dit, il faut effacer tout ça. Les gens, ils vont avoir peur. Elle a lié tout de suite la langue arabe avec le terrorisme, l'islamisme. Comment il fallait passer de la convaincre, cette dame. Mais je crois que c'est l'ouverture que les gens s'ouvrent entre eux. Il faut sécher toutes les ressources de la haine. Oui. C'est joli ça, sécher toutes les ressources de la haine. Mais comment il faut le faire? Vous commencez bien déjà, avec Théo J'espère. Et avec Denis, les éditions de l'Aube. Vous apportez quelque chose qui n'est pas simplement une pierre à l'édifice, mais une envie de réfléchir autrement ce territoire qu'est la Syrie. Donc voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Vraiment, merci beaucoup pour cette conversation. Et bon, on va croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. J'espère. Merci beaucoup. Pour la paix. Oui, voilà, pour la paix. Merci. Merci.